Le téléphone vibra avec insistance dans ma poche, me sortant de ma concentration. J'ai essuyé la sueur de mon front et suis sorti de la clinique improvisée, où le soleil de midi projetait de longues ombres sur le village rural. Le nom sur l'écran me serra l'estomac, Richard. J'ai failli ne pas répondre. Après des années à gérer les frasques de mon beau-père, je savais que ces appels apportaient rarement de bonnes nouvelles. Mais la curiosité, et peut-être un faible espoir, l'emporta. « Allô » dis-je, en gardant ma voix neutre. Catherine, son ton était joyeux, trop joyeux. Je voulais juste que tu saches, j'ai vendu le chalet de la montagne. Je me figeai, serrant plus fort le téléphone. Tu as fait quoi ? Je l'ai vendu, répéta-t-il, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ne sois pas si surprise. C'est pour le bien commun, le mien, évidemment. Il laissa échapper un rire suffisant qui me fit bouillir le sang. Je m'appelle Catherine, et depuis aussi longtemps que je me souvienne, Richard a été l'épine dans mon pied. Ma mère l'a épousé quand j'avais 15 ans, et il s'est rapidement frayé un chemin dans la famille avec charme et bonne humeur. Mais sous cette façade se cachait un homme qui n'hésitait jamais à faire passer ses besoins en premier. Le chalet n'était pas seulement une maison de vacances, c'était mon sanctuaire, un endroit dans lequel j'avais investi des années d'amour et de soins. Niché dans les montagnes, c'était là que j'allais me ressourcer après des voyages de travail épuisants, où j'accueillais des amis pour de longs week-ends et où je me sentais le plus en paix. Entendre Richard en parler comme d'un pion dans ses manigances sans fin était exaspérant. Tu n'en avais aucun droit, dis-je, la voix tremblante. Ce chalet n'était pas à toi pour le vendre. Détends-toi, dit-il en traînant sur les mots. J'ai géré les choses par ici pendant que tu sauves le monde. Et puis, à quoi bon s'accrocher à quelque chose dont tu n'es jamais là pour profiter ? C'était un moyen facile de régler mes dettes. Tu me remercieras plus tard. Je te remercierai quand les poules auront des dents, lâchai-je, en raccrochant avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Je fis les 100 pas, essayant de calmer la tempête d'émotions qui tourbillonnait en moi. L'audace de Richard était sans limite, mais cette fois, il avait franchi une ligne. Ce qu'il ne savait pas, et que je comptais garder pour moi pour l'instant, c'est que le chalet n'était pas entièrement à moi pour le vendre. Ma meilleure amie, Laura, en était copropriétaire, et l'accord légal que nous avions établi des années auparavant exigeait explicitement nos 2 signatures pour que toute vente puisse avoir lieu. Ce n'était pas fini. Je m'assis sur le bord de mon lit de camp, fixant le téléphone dans ma main comme s'il pouvait prendre feu. Mon esprit s'emballait, ressassant encore et encore le ton suffisant de Richard. Comment pouvait-il penser qu'il était normal de vendre quelque chose d'aussi profondément personnel pour moi comme si c'était un bibelot qu'il pouvait échanger pour son propre bénéfice ? Le chalet n'était pas seulement à moi, c'était une bouée de sauvetage. C'est là que je passais les étés de mon enfance, à chasser les lucioles et à faire de la randonnée avec ma mère avant qu'elle ne se remarie. Après son décès, c'est devenu mon ancre, la seule chose qui semblait stable quand tout le reste paraissait s'effondrer. Richard, bien sûr, n'avait pas un tel attachement. Pour lui, c'était juste une autre ressource à exploiter, comme tant de choses dans lesquelles il s'était immiscé auparavant. Mais ce n'était pas une petite faveur ou un inconvénient, c'était ma maison. Je pressai le nom de Laura dans mes contacts et attendis qu'elle réponde. « Salut Cathy, ça va » dit-elle joyeusement quand elle décrocha. Richard a vendu le chalet, lâchai-je, incapable de cacher la colère dans ma voix. Il y eut une longue pause de l'autre côté. Il a fait quoi ? Apparemment, il avait besoin d'argent pour payer des dettes de jeu, dis-je avec amertume. Il croit qu'il peut faire ce qu'il veut, mais je sais que notre accord de copropriété rend cela impossible. Il n'a pas le pouvoir de le vendre sans ton consentement. Laura laissa échapper un sifflement bas. Il pensait vraiment pouvoir s'en tirer comme ça. Cet homme n'a aucune honte. Aucune, acquiesçai-je. Je vais avoir besoin de ton aide pour régler ça. Je vais finir ma mission de bénévolat et rentrer à la maison dès que possible. Peux-tu chercher les documents légaux en attendant ? Je veux être prête à contre-attaquer quand je reviendrai. Compte sur moi, dit Laura, d'une voix ferme. On va s'occuper de ça ensemble. En raccrochant, un étrange sentiment de calme m'envahit. Richard pensait m'avoir déjoué, qu'il était trop loin pour que je puisse faire quoi que ce soit à propos de sa trahison. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire.
Je n'étais plus l'adolescente effrayée qu'il avait l'habitude d'écraser. J'étais maintenant une adulte, avec des ressources, des alliés et une connaissance solide de la loi. S'il pensait que c'était fini, il allait avoir une mauvaise surprise. Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard tandis que je terminais ma mission de bénévolat, essayant de maîtriser mes émotions. Mais peu importe à quel point je m'occupais, la pensée de la trahison de Richard persistait comme une ombre indésirable. Je ne pouvais pas me défaire de l'image de lui se réjouissant d'avoir réglé ses dettes à mes dépens. Un soir, tard, je m'assis avec mon journal, quelque chose que j'emportais toujours avec moi en voyage. Écrire m'aidait à démêler mes sentiments, et j'avais besoin de clarté plus que jamais. Tandis que je griffonnais furieusement, les souvenirs commencèrent à affluer. La première fois que j'avais visité le chalet avec ma mère, les heures que j'avais passées à le restaurer avec Laura, les nuits tranquilles près de la cheminée quand le monde semblait s'arrêter. Ce n'était pas juste un bâtiment, c'était un morceau de moi. Et Richard pensait qu'il pouvait simplement le vendre comme un jeton de poker. Non, pas cette fois. Laura rappela le lendemain, son ton énergique et professionnel. J'ai vérifié l'accord de copropriété, dit-elle. Tu avais raison. Il n'avait pas le pouvoir de vendre sans mon consentement. La vente est invalide. Le soulagement me parcourut, mais il fut rapidement remplacé par la colère. Savons-nous à qui il l'a vendu ? Pas encore, répondit Laura. Mais j'ai vérifié les registres du comté et il n'y a pas de transfert officiel de propriété. On dirait qu'il a peut-être essayé de faire ça en douce. Cela ressemblait tout à fait à Richard, toujours à chercher des raccourcis, toujours à essayer de contourner le système. Quelle est notre prochaine étape ? demandai-je. Eh bien, nous pouvons le confronter directement, dit Laura, ou nous pouvons laisser le processus légal s'en charger. Quoi qu'il en soit, nous sommes en sécurité. Il n'a aucune base légale sur laquelle s'appuyer. Je laissai échapper un soupir que je n'avais pas réalisé que je retenais. Merci, Laura. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu t'en sortirais, dit-elle chaleureusement, mais je veillerai toujours sur tes arrières. En raccrochant, un plan commença à prendre forme dans mon esprit. Je finirai mon travail ici, je rentrerai à la maison et j'affronterai Richard en personne. Je n'allais pas crier ou hurler, c'est ce à quoi il s'attendait. Non, j'adopterai une approche différente. J'utiliserai la seule chose que Richard sous-estimait toujours, ma capacité à anticiper. Il pensait avoir gagné, mais le moment venu, il se rendrait compte qu'il m'avait sous-estimé pour la dernière fois. Quand je suis enfin rentrée à la maison, la première chose que j'ai remarquée fut le silence. Le chalet m'accueillait toujours avec un sentiment de paix, mais maintenant ce silence semblait inquiétant. Mes plantes d'intérieur étaient légèrement fanées, le courrier s'était accumulé près de la porte et le réfrigérateur était pratiquement vide. J'ai posé mes valises et j'ai expiré, sentant sur mes épaules le poids de ce que je devais faire. Avant même de pouvoir défaire mes bagages, mon téléphone vibra. C'était Richard. J'ai hésité à le laisser sur la messagerie vocale, mais j'ai ensuite changé d'avis. Il était temps de l'affronter. Tiens, si ce n'est pas ma belle-fille globe-trotteuse, dit-il, sa voix dégoulinant d'une fausse joie. Enfin de retour à la réalité, hein ? Que veux-tu, Richard ? demandai-je, allant droit au but. Je voulais juste prendre de tes nouvelles, dit-il, d'un ton suffisant. M'assurer que tu n'es pas trop contrarié par toute cette affaire de chalet. Je veux dire, il n'est plus là, donc ça ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Je serrai la mâchoire. C'est drôle que tu dises ça, répondis-je, en gardant mon calme. Parce qu'à ma connaissance, il n'est pas parti. Laura et moi avons vérifié les registres de propriété. La vente n'a pas eu lieu. Tu ne peux pas vendre ce qui ne t'appartient pas. Il y eut une pause de l'autre côté, assez longue pour me faire savoir que j'avais touché un point sensible. C'est ridicule, dit Richard, sa voix se tendant. L'acheteur a payé en espèces et les papiers sont faits. C'est une affaire conclue. Non, ça ne l'est pas, dis-je. Laura et moi sommes copropriétaires du chalet, tu te souviens ? Sans son consentement, la vente est invalide. Légalement, il est toujours à nous. Son rire fut cassant. Tu te crois maligne, n'est-ce pas ? Toujours à jouer la fille parfaite, toujours à essayer de tout contrôler.
Tu ne sais pas à quel point ça a été dur pour moi, Catherine. J'ai fait ce que je devais faire. Tu m'as volé, répliquai-je. Et tu penses que je suis censée avoir pitié de toi? Tu as fait tes choix, Richard, et maintenant tu vas devoir vivre avec. La conversation se termina par son raccrochage au nez, et je restai là, le téléphone à la main, tremblant d'un mélange de colère et de triomphe. Pendant des années, j'avais laissé Richard manipuler les situations, me faire sentir coupable et profiter de ma patience. Mais plus maintenant. Je ne défendais pas seulement le chalet, je revendiquais mes limites, ma voix et ma tranquillité d'esprit. Le lendemain matin, je m'assis à la table de la cuisine, mon ordinateur portable ouvert, examinant les documents que Laura m'avait envoyés. L'accord de copropriété était limpide, aucune de nous ne pouvait vendre le chalet sans le consentement écrit de l'autre. Les actions de Richard n'étaient pas seulement contraires à l'éthique, elles étaient ouvertement illégales. Mes pensées furent interrompues par un coup sec à la porte. Quand j'ouvris, il était là, Richard, avec son expression suffisante habituelle. « Ça te dérange si j'entre » demanda-t-il, bien qu'il n'attendît pas de réponse avant de pénétrer à l'intérieur. Je croisai les bras, le regardant s'installer confortablement sur l'une de mes chaises. « Que veux-tu, Richard ? » « Écoute, Catherine, » commença-t-il, son ton dégoulinant de condescendance, « je sais que tu es contrariée, mais tu dois comprendre ma position. » J'étais désespéré. Les gens à qui je devais de l'argent n'étaient pas vraiment patients. Je haussai un sourcil. « Et tu as pensé que voler ma propriété était la solution ? » « L'emprunter, » corrigea-t-il, comme si ça rendait les choses meilleures. « J'allais le récupérer une fois que ma chance tournerait. Je t'aurais remboursé chaque centime. » Je ne pus m'empêcher de rire amèrement. « Ta chance ? C'est là-dessus que tu paries ? Richard, tu dilapides de l'argent au jeu depuis que je te connais, et ça n'a jamais marché. Pourquoi cette fois serait-elle différente ? » Il se tortilla mal à l'aise, mais son assurance revint rapidement. « Tu exagères. Ce n'est qu'un chalet. Tu n'es même pas là la plupart du temps. Pourquoi ne pas laisser quelqu'un d'autre l'utiliser ? Parce qu'il est à moi, lâchai-je. Parce que c'est ma maison. Tu n'as pas le droit de décider de ce que j'apprécie ou de ce que je fais de ma propriété. Et pour mémoire, Laura y attache autant de valeur que moi. Ta petite vente est invalide, et tu le sais. » Son visage s'assombrit, et pendant un instant, je vis une lueur de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Tu n'irais pas vraiment voir les autorités, n'est-ce pas ? Tu ne ruinerais pas ton propre beau-père de cette façon. » Je me penchai en avant, croisant son regard. « Mets-moi au défi. » Pour la première fois, Richard n'eut pas de réponse pleine d'esprit. Il se leva, marmonnant quelque chose entre ses dents, et sortit en trombe, claquant la porte derrière lui. Je me laissai retomber sur ma chaise, le cœur battant. La confrontation m'avait laissée tremblante, mais je ressentis aussi une étincelle de satisfaction. Richard commençait à réaliser que ses tactiques habituelles ne fonctionneraient plus avec moi. Il ne s'agissait pas seulement du chalet, il s'agissait de tenir tête à quelqu'un qui avait profité de moi pendant trop longtemps. Après le départ dramatique de Richard, j'ai appelé Laura pour la mettre au courant. « Il a débarqué chez moi », dis-je en arpentant le salon. Il a essayé de me raconter une histoire à dormir debout sur la façon dont il a emprunté le chalet pour régler ses dettes. Laura ricana à l'autre bout du fil. « Emprunté ? Est-ce qu'il s'entend parler ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Je lui ai dit que la vente était invalide et que s'il insistait, j'irais voir les autorités, répondis-je. Ça a semblé le secouer un peu. Mais connaissant Richard, il est probablement déjà en train de préparer son prochain coup. Eh bien, qu'il prépare ce qu'il veut, dit Laura fermement. Nous avons la loi de notre côté. J'ai contacté un avocat pour nous aider à rédiger une lettre de mise en demeure formelle. S'il essaie de réimpliquer l'acheteur, nous aurons une trace légale prête à l'arrêter. J'acquiesçai, ces paroles me rassurant. Merci, Laura. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu t'en sortirais, dit-elle, mais nous sommes ensemble dans cette affaire. Au cours des jours suivants, je me suis concentré sur la collecte de toutes les preuves possibles. J'ai documenté l'accord de copropriété,
rassemblé des captures d'écran de messages que Richard avait envoyés au sujet de la vente et j'ai même retrouvé l'agent immobilier qui avait été impliqué. Quand j'ai contacté l'agente, sa voix était tendue. « Écoutez, je ne connaissais pas toute la situation », dit-elle rapidement. Richard m'a dit qu'il avait la permission de vendre. Si j'avais su que le chalet avait une copropriétaire, je n'aurais jamais touché à cette transaction. Eh bien, maintenant vous le savez, dis-je, en gardant un ton égal. Je n'essaie pas de vous impliquer là-dedans, mais j'ai besoin de votre coopération. Pouvez-vous confirmer que Richard a signé les papiers seul ? Oui, admit-elle. L'acheteur n'a pas encore payé la totalité car j'ai signalé la transaction comme inhabituelle. Je peux vous fournir les documents si vous en avez besoin. Ce serait utile, dis-je, en notant ses coordonnées. En raccrochant, je sentis une détermination renouvelée. Richard avait compté sur le fait que je serais trop passive ou distante pour riposter, mais il était sur le point de découvrir à quel point il avait tort. Ce soir-là, Laura appela avec d'autres bonnes nouvelles. « La lettre est prête, dit-elle. Nous l'enverrons dès demain matin. Et s'il essaie de faire quoi que ce soit d'autre, nous passerons à l'étape supérieure. » Parfait, répondis-je, un petit sourire se dessinant sur mon visage. Pour la première fois depuis des semaines, je sentais que je reprenais le contrôle de la situation. Richard pensait qu'il pouvait m'écraser, mais il était sur le point de découvrir que je n'étais pas si facile à vaincre. Le lendemain matin, Laura et moi avons finalisé la lettre de mise en demeure et l'avons envoyée à Richard. Le langage était clair et sans compromis, toute tentative supplémentaire de revendiquer la propriété du chalet ou d'impliquer l'acheteur entraînerait des poursuites judiciaires. J'imaginais sa réaction en la recevant, probablement un mélange d'indignation et d'incrédulité. Pendant des années, il s'en était sorti en manipulant et en intimidant les gens pour les soumettre, mais cette fois, il se heurtait à un mur qu'il ne pouvait pas contourner avec son charme. Plus tard dans la journée, l'agente immobilière m'a envoyé par courriel les documents qu'elle avait promis. Voir la signature de Richard sur l'acte de vente frauduleux me retourna l'estomac, mais cela a également solidifié ma résolution. Il n'avait pas seulement franchi une ligne, il l'avait anéantie. Ce soir-là, j'ai reçu un appel du détective Miller, un officier local que Laura avait contacté pour aider dans l'affaire. « Mademoiselle Daniels », commença-t-il d'un ton professionnel, « j'ai examiné les documents que vous et mademoiselle Langlais avez fournis. Il est clair que la vente n'était pas autorisée. Sur la base des preuves, nous pouvons procéder à une enquête formelle si vous le souhaitez. » « Oui, dis-je sans hésitation. Je veux aller de l'avant avec ça. » Le détective Miller poursuivit, « Nous commencerons par contacter l'acheteur et expliquer la situation. Si Richard continue d'interférer, nous passerons à des accusations criminelles pour fausses déclarations frauduleuses. » « Merci, détective, dis-je. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre de ma part. » En raccrochant, je ressentis un mélange de soulagement et d'anticipation. Les rouages étaient en mouvement maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le jour suivant, Richard appela. Sa voix était chargée de colère, mais il y avait une pointe de désespoir en dessous. « As-tu la moindre idée de ce que tu as fait, Catherine ?» exigea-t-il. « Tu es en train de tout gâcher. »« Non, Richard, » répondis-je calmement. « Je protège ce qui est à moi. »« Tu as cherché ça. »« Tu as toujours été si ingrate », se moqua-t-il. « Je suis intervenu quand ta mère ne pouvait pas gérer les choses, et c'est comme ça que tu me rembourses ?» Je ne pus m'empêcher de rire amèrement. « Tu n'es pas intervenu, Richard. Tu as pris le dessus. Tu as manipulé, menti et utilisé les gens pour obtenir ce que tu voulais. Et maintenant, tu en paies le prix. » Il commença à argumenter, mais je le coupai. « Cette conversation est terminée. Si tu as autre chose à dire, parlons à mon avocat. » Je raccrochai et me penchai en arrière dans ma chaise, le cœur battant. L'époque où Richard me menait par le bout du nez était terminée, et j'avais enfin le contrôle. 2 jours plus tard, le détective Miller m'appela avec une mise à jour. « Mademoiselle Daniels, nous avons parlé à l'acheteur et il a accepté d'arrêter la transaction. Il n'était pas au courant de l'accord de copropriété et est prêt à coopérer à toute enquête ultérieure. » Le soulagement m'inonda. C'est une excellente nouvelle. Est-ce que cela signifie que la vente est officiellement annulée ? Oui,
confirma Théil. Le chalet reste votre propriété et celle de Madame Langlais. Cependant, nous devrons garder le dossier ouvert pour traiter les actions frauduleuses de votre beau-père. Souhaitez-vous porter plainte? J'hésitai un seul instant. Oui, dis-je fermement. Je veux qu'il rende des comptes. Compris, dit le détective Miller. Nous procéderons en conséquence. Merci pour votre coopération. Après l'appel, je laissai échapper un profond soupir. Pour la première fois depuis des semaines, je sentais un sentiment de calme revenir. Le chalet était en sécurité et les manigances de Richard s'effondraient. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé Laura pour partager la nouvelle. La vente est officiellement annulée, lui dis-je. L'acheteur se retire et le chalet est de nouveau à nous. C'est une énorme victoire, dit Laura, son excitation évidente. Mais qu'en est-il de Richard? La police avance dans son enquête, expliquai-je. Il ne s'en tirera pas comme ça cette fois. Bien, dit-elle. Il était temps que quelqu'un lui tienne tête. Ces mots restèrent avec moi longtemps après que nous ayons raccroché. Pendant des années, j'avais laissé Richard s'en tirer avec tant de choses, ses manipulations, son sentiment de droit, son mépris total pour les limites. Mais cette fois, je m'étais battue, et cela ressemblait à un tournant, non seulement pour cette situation, mais pour la façon dont j'abordais tout dans ma vie. Ce soir-là, je suis allée au chalet pour la première fois depuis mon retour. En entrant, j'ai ressenti une vague d'émotions écrasantes, l'odeur des boiseries, le craquement familier des planches du sol, tout me rappelait pourquoi cet endroit signifiait tant pour moi. Je me suis assise près de la cheminée, laissant le calme des montagnes m'envahir. C'était mon refuge, l'endroit où j'ai construit des souvenirs, célébré des jalons et trouvé la paix dans le chaos de la vie. Et il était toujours à moi, malgré Richard. Pour la première fois, je me suis permis de sourire. Je ne revendiquais pas seulement une propriété, je revendiquais une partie de moi-même. Une semaine plus tard, le détective Miller appela avec la dernière mise à jour. Mademoiselle Daniels, je voulais vous informer que votre beau-père a été formellement accusé de fausses déclarations frauduleuses et de tentatives de vol de propriété. Il devra comparaître devant le tribunal, sur la base des preuves que nous avons rassemblées, le dossier contre lui est solide. Entendre ces mots provoqua un mélange d'émotions, soulagement, justification et même une pointe de tristesse. Merci pour tout, détective, dis-je sincèrement. Vous avez géré cette situation avec beaucoup de force, répondit-il. Ce n'est pas facile de s'opposer à sa famille, mais vous avez fait ce qu'il fallait. Après l'appel, je restai assise en silence pendant un moment, traitant le poids de tout ce qui s'était passé. Richard avait été une force si constante dans ma vie pendant des années, bien que toxique, et maintenant j'étais enfin libérée de ses manipulations. Le lendemain, Laura et moi nous sommes retrouvés au chalet. Elle avait apporté une bouteille de vin pour fêter ça, et nous nous sommes assises sur le porche surplombant les montagnes, l'air frais transportant l'odeur de pin et de terre. À nous, dit-elle en levant son verre. Et au fait de ne laisser personne nous marcher sur les pieds. Je trinquai avec elle, riant doucement. À nous. Pendant que nous parlions, je réalisais à quel point j'avais appris de cette épreuve. J'avais passé une grande partie de ma vie à éviter les conflits, à essayer de maintenir la paix, surtout avec Richard. Mais cette fois, j'avais tenu bon, et cela ressemblait à un tournant, non seulement pour ma relation avec lui, mais pour la façon dont je me voyais. Tu sais, dit Laura, interrompant mes pensées, ce chalet a toujours été plus qu'une simple propriété. C'est un symbole de tout ce que nous avons construit, de tout ce pourquoi nous avons travaillé. Ne laisse plus jamais personne te l'enlever. Ces paroles me touchèrent au cœur. Le chalet n'était pas seulement une maison dans les montagnes, c'était le reflet de mon indépendance, de ma résilience et de ma détermination à protéger ce qui comptait le plus pour moi. Plus tard ce soir-là, assise près de la cheminée, je ressentis une paix que je n'avais pas connue depuis des années. La trahison de Richard m'avait mise à l'épreuve de manière que je n'aurais jamais attendue, mais elle m'avait aussi montré à quel point je pouvais être forte. Le chalet était en sécurité, mes limites étaient fermement établies, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment maîtresse de ma vie. Dans les semaines qui suivirent, la vie reprit lentement un nouveau rythme. Le chalet, autrefois champ de bataille de la cupidité de Richard, redevint mon refuge.
chaque craquement des planches du sol, chaque murmure des arbres à l'extérieur, me rappelait ce que j'avais combattu pour protéger. Je n'ai pas eu beaucoup de nouvelles de Richard après le dépôt des accusations. Ma mère a appelé une fois, la voix hésitante. « Tu sais comment il est, Catherine ?» dit-elle, sa défense habituelle de lui sonnant creux cette fois. « Je sais », répondis-je d'une voix égale. « Et c'est pourquoi j'ai fait ce que je devais faire. » Elle ne discuta pas. Pour la première fois, il n'y eut aucune tentative de me blâmer, aucun plaidoyer désespéré pour une réconciliation, juste un soupir silencieux avant de dire « J'espère que tu trouveras la paix. » Je l'ai déjà trouvé, dis-je, et je le pensais vraiment. Laura et moi avons passé les week-ends suivants à faire de petites rénovations au chalet. Nous avons peint le porche, réparé le toit et planté quelques fleurs sauvages le long de la propriété. À chaque clou planté et à chaque coup de pinceau, je sentais que je reprenais possession de plus que l'espace, je me reprenais en main. Un soir, alors que nous étions assises sur le porche à regarder le coucher du soleil, Laura se tourna vers moi. « Alors, quelle est la suite pour toi, Cathy ? Tu as récupéré le chalet, tu as affronté Richard, quel est le prochain grand projet ?» Je réfléchis à sa question un instant, la réponse me venant avec une clarté surprenante. « Je vais continuer à faire ce que j'aime, dis-je. Faire du bénévolat, voyager, vivre ma vie selon mes propres termes. Mais cette fois, je ne laisserai personne d'autre dicter comment je la vis. » Elle sourit, levant son verre. « Ah ça !» Au fil des jours, je me suis retrouvée à réfléchir davantage à tout ce que j'avais appris de cette épreuve. Il ne s'agissait pas seulement du chalet ou même de Richard, il s'agissait de réaliser ma propre force. Pendant des années, j'avais laissé son comportement dicter à quel point je ripostais, à quel point je tolérais. Mais maintenant, je savais que j'étais capable de fixer des limites et de les maintenir, peu importe à quel point cela mettait les autres mal à l'aise. Le chalet se dressait comme un symbole de cette croissance, un rappel que je n'avais pas à sacrifier ma paix ou mes valeurs pour le confort de quelqu'un d'autre. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, je me tenais sur le porche, respirant l'air frais parfumé au pin. Pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment chez moi, non seulement dans le chalet, mais dans ma propre vie.